Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, 0826 300 300, vous intervenez, comme vous le faites chaque matin, sur ce sujet qui mobilise beaucoup. Il s'agit d'une proposition de loi de la députée des Français de l'étranger, Caroline Yadan, contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Nous allons plonger dans ce texte dans un instant avec nos deux invités. La question qui est posée, c'est la loi Yadan, on l'appelle comme ça désormais, confond-elle antisionisme et antisémitisme, pour faire dire les choses simplement, avec une pétition contre le texte qui a réuni près d'un demi-million de signataires. Bonjour à vous, Daniel Simonet. Bonjour. Vous êtes député Laprès, ex-LFI, on précise, de Paris. Bienvenue. Et bienvenue à vous également, Sacha Gozlan, avocat de famille d'otages et cofondateur de l'association des victimes du 7 octobre. Vous êtes signataire de la tribune publiée par Le Point. Intellectuels et politiques se mobilisent pour la loi contre l'antisémitisme. Sacha Gozlan, je commence par vous. Tiens, cette loi Yadan, cette proposition de loi qui sera examinée les 16 et 17 avril, c'est bientôt là, à l'Assemblée nationale, que contient-elle exactement ? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Cette loi, elle vient apporter 3 éléments. Le premier élément, c'est finalement consacrer des jurisprudences qui ont été prises par les juridictions, et notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation, concernant l'apologie du terrorisme. Et donc elle vient consacrer le fait que présenter sous un jour favorable des actes terroristes, c'est de l'apologie du terrorisme, tout simplement. Le deuxième point sur lequel cette loi apporte quelque chose de nouveau, c'est qu'elle vient créer un nouveau délit, qui est le délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la République française, qui est un délit qui n'existait pas et qui est très encadré, puisque cette loi, dans sa version qui est proposée à l'Assemblée nationale, elle a reçu un avis du Conseil d'État qui a été sollicité par la députée Caroline Yadan, qui en est à l'origine. Et le quatrième apport de cette loi, c'est d'ouvrir la possibilité aux associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme de se constituer partie civile dans le cas d'infractions qui, à ce jour, n'étaient pas prévues par la loi. Daniel Simonet, ce texte, vous êtes contre, j'imagine. Oui, dites-nous pourquoi, clairement. Alors, en fait, le point de départ de ce texte et l'intention de Madame Yadan, et qu'elle l'a d'ailleurs développé dans toutes ses interviews, et qu'elle a développé dans l'exposé des motifs, et qu'on peut retrouver également dans le rapport qui a été publié après les travaux de Madame Yadan en commission des lois. L'intention, c'est quoi ? C'est d'estimer que finalement l'antisionisme est un antisémitisme. Sous prétexte qu'il y a par ailleurs des gens qui se disent antisionistes et qui sont antisémites. Mais vous pouvez avoir des personnes qui sont antisionistes et qui ne sont pas antisémites. Et il y a une volonté à travers ce texte de loi de judiciariser le débat politique et empêcher en fait toute critique de l'État d'Israël. Le point de départ, c'est cela. Or, moi j'aimerais bien que le gouvernement, plutôt que de reprendre ce texte de loi qui posait énormément de problèmes en termes de judiciarisation du débat politique, en termes aussi de porte ouverte à l'arbitraire, je préférerais moi que le gouvernement organise un véritable débat sur quels moyens on se donne pour lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Alors qu'on sait que vous avez une augmentation de l'antisémitisme et des faits antisémites en France, qu'hélas, vous avez de la part des budgets de ce gouvernement une diminution des moyens alloués au mouvement d'éducation populaire, à des acteurs culturels qui peuvent, sur les territoires de la République, lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Et donc, alors qu'on a finalement une augmentation des actes racistes, islamophobes, antisémites, on a une baisse des moyens, et au lieu d'avoir un véritable débat, finalement on a une loi qui finalement ne va pas protéger les citoyens juifs, mais qui va tout simplement protéger l'État d'Israël pour empêcher de critiquer la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël à un moment où... Enfin, franchement, regardez le contexte, quoi. Le contexte, et d'ailleurs, le MoDem veut le retrait de ce texte de loi au moment où Israël continue à bombarder le Liban, comme hier soir. Arrêtons et permettons un véritable débat politique. Alors, est-ce que ce texte, sur la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël et l'attitude de la France sur Gaza et la Cisjordanie. C'est intéressant ce que vous dites, Daniel Simonet. Est-ce que, à vos maîtres, Sacha Gozlan, est-ce que vous pensez que ce texte, qu'il était voté en l'état,
empêcherait aujourd'hui la critique des opérations militaires menées par Benyamin Netanyahou, malgré le cessez-le-feu, dans le sud du Liban, au Liban? Alors, je veux rassurer... c'est ça la question qui est posée. Je veux rassurer le député même Simonet. Le texte de loi tel qu'il est présenté, et je l'ai sous les yeux, il n'interdit aucunement la critique du gouvernement de M. Netanyahou. Si vous voulez le qualifier de gouvernement d'extrême droite et émettre toutes les critiques que vous souhaitez, ce texte ne vous fera pas passer devant les tribunaux. En revanche, moi ce que je peux vous dire, puisque je suis avocat de nombreuses victimes d'actes racistes et antisémites, c'est que effectivement on a en France des lois qui sont assez performantes pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels les prévenus passent entre les mailles du filet. Et il ne s'agit pas de répéter des mantras comme judiciarisation de la vie politique, loi liberticide, comme j'ai pu l'entendre, pas de vous, mais en tout cas c'est ce qu'on entend dans le débat, ou une loi qui empêcherait toute critique du gouvernement de Netanyahou, parce que c'est pas le cas. En fait, c'est pas le cas. On est dans un pays qui a été frappé par le terrorisme. On est dans un pays qui a été marqué par les attentats, les crimes terroristes qui ont été commis le 7 octobre, dans lequel des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, des jeunes ont été kidnappés en Israël, ont été, pour certaines femmes, violées, ont été assassinés par des terroristes. Et il y a... Et même sur cette radio, on a entendu des gens tenir des propos absolument scandaleux. Je pense à Daniel Obono, par exemple, qui refusait de qualifier ces actes de terroristes. Et donc, toutes ces personnes-là, qui, dans le débat public, ont un impact, qui arment les esprits en expliquant que ces actes-là ne sont pas des actes terroristes, qu'il s'agirait de mouvements de résistance et que finalement, on pourrait résister à l'occupation ou à la politique israélienne par tout moyen, eh bien, il contribue à la banalisation de l'antisémitisme en France, et c'est la raison pour laquelle cette loi existe. Mais par ailleurs, dernier point, cette loi-là, elle permettrait également de judiciariser ceux qui appellent à la destruction de la Palestine. Alors, je vais vous donner la parole, Daniel Simonet, vous connaissez le principe, hein, les auditeurs interviennent. Bonjour Brigitte, vous êtes à Nandy, c'est en Seine-et-Marne, c'est bien ça ? Tout à fait. Bon, vous êtes de confession juive, je le précise, Brigitte. Tout à fait. Vous pensez quoi de ce texte ? Et vous entendez Daniel Simonet et Sacha Gosselin, vous pensez quoi de ces échanges ? Vous pensez quoi du texte ? Il est nécessaire ou pas ? Alors, évidemment qu'il est nécessaire, ce texte, mais avant toute chose, je vais vous donner quand même une première indication. Qui est contre la loi de Yadan ? Mediapart, Le Monde, la LDH, LFI, la CGT, Libération, pour faire court les mêmes, qui délégitiment en permanence l'État d'Israël et les LFistes, partis passionnément antisémites, comme tout le monde sait. Pourquoi cette loi elle est nécessaire ? Parce que l'antisionisme, ça tente aujourd'hui de rendre la haine du juif acceptable, contrairement à ce que dit Madame Simonet, voire même tendance, parfois pour certains. Donc oui, cette loi, elle est évidemment nécessaire. Et ensuite, mon confrère a oublié juste une chose dans ce texte de loi, c'est que ce texte permet de prendre en considération les dispositions donc du texte, en actualisant les nouveaux critères pour permettre au préfet de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos sont tenus. Et en fait, c'est ça qui les gêne, les réfistes et toute la clique. C'est ça qui les embête. Parce que du coup, dans toutes les mosquées où on va cracher la haine du juif du matin jusqu'au soir, cette loi permettra de les fermer. Et c'est ça qui les embête. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette espèce de pétition qui est, de mon point de vue, totalement inique, dans la mesure où même dans cette pétition, il y a personne qui en parle, mais enfin quand même, on légitime la violence, les massacres de masse, les enlèvements et les viols quand même. Cette pétition contre cette loi, il y a des phrases dedans qui sont éminemment contestables, mais ça personne ne le relève. Et donc moi personnellement, ça me choque. Donc pour vous, c'est un texte nécessaire pour répondre à la vague d'antisémitisme qui est manifeste depuis le 7 octobre. Répondez à ce que dit Brigitte Daniel Simonet, vous, quand elle dit qu'au fond, il y a un fond antisémite quand on s'oppose à ce type de texte qui manifestement ne gênerait pas une critique, n'empêcherait pas une critique du gouvernement Netanyahou. Alors, si on suit ce raisonnement, ça veut dire que la Ligue des droits de l'homme, le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le RAR, la Commission nationale consultative des droits de l'homme serait antisémite. Non, c'est totalement inacceptable. On a le droit dans ce pays d'être contre ces textes de loi sans être antisémite. Le MoDem serait un parti antisémite. Et puis deuxième chose, de la loi, mais qui estiment être en désaccord avec la pertinence de ce texte. Il faut savoir d'abord que fort heureusement,
moment dans notre République. Vous avez d'ores et déjà des lois qui condamnent l'antisémitisme et toutes les formes de racisme et qui considèrent l'antisémitisme comme le racisme comme des délits et non pas comme des opinions. Et par ailleurs, les préfets ont d'ores et déjà le pouvoir de fermer les mosquées lorsque les discours sont attentatoires aux principes fondamentaux de la République et un danger au niveau de l'ordre public. Donc, fort heureusement, nous sommes déjà là-dessus. Mais il faut savoir quand même que ce texte, il a été étrié par le Conseil d'État en mai 2025. Pas pour rien. Pourquoi est-ce que ce texte a été étrié ? Parce que le Conseil d'État estimait qu'il y avait d'abord un risque de censure, qu'il n'y avait aucun exemple de provocation indirecte à des actes terroristes qui peuvent apparaître facilement concevables, et que en fait on était vraiment dans le règne de lois d'arbitraire qui posent véritablement des problèmes. Je vais vous donner un exemple sur le problème à un moment donné de l'arbitraire qu'on peut mettre en place à travers des lois d'exception. Moi, je reviens de 5 jours de Turquie, dans le cadre de la DIG, qui est un réseau initié par mon collègue Pourya Mirchahi pour lutter contre tous les régimes illibéraux, apprendre de l'évolution de ces régimes illibéraux et mettre en réseau les structures de résistance. Et c'est très intéressant de voir comment la Turquie d'Erdogan, au départ considérée comme démocrate, qui voulait rentrer dans l'Union européenne, eh bien, ont d'abord judiciarisé et criminalisé et empêché toute parole pro-kurde et enfermé, emprisonné toute personne qui s'estimait pro-kurde au nom de la lutte contre le terrorisme. Et moi-même, d'ailleurs, une fois, dans un déplacement en Turquie, j'étais l'objet de 2 heures d'interrogatoire parce qu'on estimait que, comme je demandais politiquement le fait que le PKK sorte de la liste des organisations terroristes, j'étais considéré comme étant dans l'apologie du terrorisme. Donc attention, le débat, il doit être politique sur la question d'Israël, et en plus, je trouve que cette loi, en fait, elle fait l'inverse de ce qu'elle prétend combattre. C'est-à-dire en faisant croire que critiquer la politique d'Israël... C'est faux. C'est faux, ce n'est pas dans le texte. Et t'as déconnecté. Je veux dire, pour moi, la politique d'Israël, elle est sous la responsabilité de ce gouvernement d'extrême droite d'Israël. Point barre. Répondez rapidement, c'est la pause là. Soit vous passez votre tour et je vous donne la parole juste après. Je réponds, ce n'est pas dans le texte. Ce n'est pas dans le texte. Donc je conçois bien que pour une partie de la gauche, le délit d'apologie du terrorisme pose difficulté. C'est probablement la raison pour laquelle toute une partie de LFI demandait son abrogation il y a quelques années de ce délit. La réalité, c'est que en France, notre pays a été marqué par le terrorisme et l'apologie des actes du Hamas commis le 7 octobre contribue à la banalisation de l'antisémitisme, et c'est la raison pour laquelle ce texte de loi est proposé. Il y a manifestement une différence d'appréciation de ce que contient ce texte. On va y revenir dans un instant. C'est la pause, c'est la règle, c'est comme ça. 9h45, vous revenez dans un instant. La vérité en face, 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Nous débattons de la proposition de loi Yadan. Confond-elle l'antisionisme et antisémitisme? Qu'y a-t-il au juste dans ce texte après la moulinette du Conseil d'État? Tout d'abord, place. Vous avez la parole. Place à vous, Yovan. Vous êtes à Chilly-Mazarin. Bonjour. Bonjour, monsieur Akili, bonjour Madame Simonet. Alors, votre regard sur ce texte et eu égard à tous les débats qui ont précédé? Pour moi, je conteste en rien la nécessité de lutter fermement contre l'antisémitisme. Pour moi, c'est une obligation. On est là, on est en France. Je veux dire, pour moi, c'est le peuple de la devise liberté, égalité, fraternité. Et l'antisémitisme n'a pas sa place en France. Après, je pense que ce texte, il est pour moi en doublon et qui vient pas répondre à un vide juridique. Pour moi, il y a déjà des textes qui sont suffisants en France pour lutter contre l'apologie du terrorisme, pour lutter par rapport à la provocation à la haine ou à la violence, la loi de 1881 par exemple, ou même encore les contestations de crimes contre l'humanité avec la loi Guesso. Pour moi, pour vous, les textes qui existent suffisent. On va vous répondre dans un instant. Oui. Il n'y a pas de vide juridique pour moi. Pourquoi vient-on encore créer une loi qui, pour moi, vient en doublon de toutes ces lois et qui, au départ, moi, je rejoins les propos de Madame Simonet, et qui viennent plutôt cibler une partie de la population, enfin, dans toutes les questions qu'il y a dedans. On vous entend mal, mais on a bien compris, Yovan. Très important ce que vous posez comme question. Pardon, on vous a un peu perdu, la liaison n'est pas facile, mais la question est très claire. Merci à vous, depuis Chilly-Mazarin. On va rebondir sur ce que vous avez soulevé, Yovan. Je me tourne vers vous, Sacha Gozlan.
est-ce qu'il y a doublon par rapport à ce qui existe déjà? Et puis au juste, puisque la discussion s'est poursuivie hors micro entre nous, qu'est-ce qui reste? C'est ce que Daniel Simonet soulevait avant la pause. Qu'est-ce qui reste de ce texte initial au juste? Voilà, c'est une question d'où. Est-ce qu'il y a un doublon avec ce qui existe déjà? Et qu'est-ce qui nous reste dans ce texte? Je crois que les choses sont relativement simples. L'antisémitisme a évolué. Lorsque il se manifestait par le négationnisme, le législateur a adopté la loi Guesso qui pénalisait le négationnisme. Lorsque l'antisémitisme prenait des formes d'attaque à l'endroit de personnes, c'était la loi Pleven. Aujourd'hui, le législateur prend acte que l'antisémitisme a évolué et qu'aujourd'hui, il se cache derrière l'apologie, la volonté de présenter sous un jour favorable les actions du Hamas et d'un certain nombre de groupes terroristes. Il a évolué depuis le 7 octobre, disons. Exactement, et c'est la raison pour laquelle ce texte de loi existe. Maintenant, le débat que nous avons avec Daniel Simonet, en fait, moi je suis dans les tribunaux, je plaide, je vois comment les juges appliquent les lois. Les juges appliquent les lois, ils appliquent des textes de loi. Vous fondez sur l'exposé des motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le législateur, en l'occurrence Madame Yadan, formule cette proposition de loi. Et sur le fondement de cet exposé des motifs que vous avez lu, vous expliquez que ce serait une loi qui serait liberticide. La réalité, c'est que le texte de loi qui a été examiné par le Conseil d'État, il n'est pas une atteinte à la liberté. Le Conseil d'État a strictement encadré les conditions dans lesquelles ce nouveau délit pouvait être créé. Le Conseil d'État a rappelé les conditions dans lesquelles cette loi venait consacrer une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. On a eu un arrêt de la Chambre criminelle le 31 mars 2026 qui vient consacrer le fait que présenter sous un jour favorable les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre, c'est de l'apologie du terrorisme. Donc en fait, ce que vient dire ce texte de loi, c'est tout simplement, comme on dit en langage juridique, codifier à droit constant, c'est-à-dire consacrer une jurisprudence qui existe, qui est celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Il n'y a absolument rien de choquant dans ce texte. C'est pas un texte liberticide, c'est pas un texte qui vous empêche de critiquer la politique de M. Netanyahou, c'est pas un texte qui vous empêche de dire que vous êtes contre tel ou tel acte du gouvernement. Tout cela est répété comme un mantra. Et d'ailleurs, dernier point, en fait, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les réactions à cette proposition de loi, elles en disent plus sur l'état de la société que cette proposition de loi elle-même. Parce que quand on voit la mobilisation, 500 000 personnes qui se mobilisent sur un texte de loi, ou plutôt contre un texte de loi, qui vient lutter contre des formes renouvelées de l'antisémitisme, je pense que ça dit quelque chose de la société. Mais de la même manière qu'il y a un an, lorsque le législateur a proposé une loi pour permettre de lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, toute une partie de la gauche a rejeté ce texte d'emblée, eh bien, ça dit quelque chose de l'état de la société. Vous dites quoi, qu'il y a une sorte d'antisémitisme d'atmosphère derrière la pétition, peut-être une forte je sonde pas les cœurs. Juste ce que je constate, c'est que cette pétition provoque cette proposition de loi provoque une levée de bouclier avec une pétition qui utilise des mots comme il faut soutenir cette action par tous les moyens. Alors que selon vous, le texte ne pose pas de problème techniquement dans les tribunaux. Daniel Simonet, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Alors, deux choses. Oui, il y a une volonté de la part de Madame Yadan, de la part de différents membres du gouvernement, et je suis très inquiète par les propos qui ont pu être tenus par Sébastien Lecornu à ce sujet les mois derniers. Il y a une volonté de faire taire toute critique de la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Après voilà, le génocide à Gaza, après les bombardements au Liban, et la politique... Vous savez que le mot génocide est toujours contesté. Il est toujours contesté, mais après vous avez aussi l'ONU qui l'emploie. Et on veut nous contester la possibilité de critiquer ces politiques-là au moment où, je le redis, encore une fois... Personne ne vous empêche de le dire. Encore une fois, je pense qu'il y a une volonté de museler, de faire pression. Ce texte de loi a été, certes, en grande partie vidé par la bataille du Conseil d'État, mais il a toujours cet objectif politique qui est bien relaté par toutes les interviews de Madame Yadan et de tous les membres du gouvernement qui soutiennent ce texte, même s'ils sont de moins en moins nombreux, puisque vous avez, y compris dans les rangs de la majorité gouvernementale, le MoDem, et à travers Renaissance, un débat et une volonté que le texte soit retiré. Mais par ailleurs, il faut aussi comprendre ce qui est en train de se passer. Ce texte, il a aussi la volonté de porter atteinte à la liberté d'expression et notamment des médias,
alors que jusqu'à présent, en fait, une atteinte à la liberté d'expression ne pouvait faire l'objet d'une répression relevant du code pénal qu'en cas de grave menace pour l'ordre public. Et là, on est sur un basculement au niveau de la liberté de la presse qui est rendu possible à travers ce texte, qui est problématique, du fait des interprétations qui peuvent être faites du texte de loi. Et je vous le dis encore, quand vous votez des lois, vous devez toujours penser à qui prochainement va exercer le pouvoir exécutif dans ce pays, ou est en capacité d'exercer le pouvoir exécutif dans ce pays. Et les atteintes à la liberté d'expression et donnant la porte ouverte à des interprétations d'arbitraire, eh bien, il faut toujours. Alors, est-ce que je me trompe ? J'entends ce que vous dites, Daniel Simonet. Est-ce que je me trompe ? Je vous pose la question. Ça va être la conclusion de cet échange qui est très intéressant. Est-ce que, imaginons, ce texte est voté, et là, je suis à ce micro et je dis, tiens, je me permets en commentateur de la vie géopolitique, de dire qu'au fond, l'offensive au Sud-Liban, malgré le cessez-le-feu, va trop loin de ce Premier ministre Netanyahou. Est-ce que je tombe sous le coup de la loi ? Du tout. Alors c'est la question qui est posée. Et c'est la raison pour laquelle en fait c'est absolument aberrant d'un point de vue juridique. On a des slogans qui sont répétés comme des mantras. Ce texte nous empêcherait de critiquer la politique de Netanyahou. Ce texte est liberticide. Ce texte est une atteinte à la liberté d'expression. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et fort heureusement, la critique d'un gouvernement, elle est admissible parce que c'est une critique politique. On parle pas d'expression d'un discours politique, on parle d'expression d'un discours d'humiliation, d'expression d'un discours qui fait l'apologie d'actes de terreur, qui s'attaquent à des civils. Et oui, quand je lis la pétition qui a été signée par 500 000 personnes, dans laquelle il est écrit « La résistance palestinienne contre l'occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit garanti par les résolutions des Nations Unies », mais je me demande, mais c'est quoi tous les moyens nécessaires ? C'est la violence contre des civils ? Conclusion, on a bien entendu vos arguments respectifs. Daniel Simonet, grosse bagarre en vue, c'est dans une semaine, cette histoire. Tout à fait, je voterai contre. Ce texte, à mon avis, soit finira par être retiré, soit sera rejeté. Et voilà. Et encore une fois, moi, je garde toujours la même boussole. La défense du droit international. Et par contre, dans la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, eh bien, il faut mener la bataille culturelle et idéologique. Et moi, je salue le travail qui a été initié, notamment par le mouvement SOS Racisme, à travers leur campagne Salam, Shalom, Salut. Et je trouve qu'il serait bien plus intéressant qu'on débatte dans l'hémicycle des moyens qu'on donne à l'éducation populaire et aux associations pour lutter contre l'antisémitisme. Et là, il n'en est rien. Allez, merci à tous les deux, Daniel Simonet, Sacha Gosselin. Rendez-vous dans une semaine pour ce débat qui va être musclé, j'imagine, à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour, mettez-vous d'accord au menu ce matin. Écoutez, on va parler racisme, antisémitisme et autres formes de discrimination, parce que c'est une étude commandée par la LICRA et réalisée par l'IFOP. On va y revenir. Un Français sur deux dit avoir été discriminé. Évidemment, vous pouvez réagir 0826 300 300. On va parler évidemment de la une de Paris Match. Jordan Bardella et sa princesse. Qu'en pensez-vous ? C'est quand même... Vous en pensez quoi, Daniel Simonet ? Écoutez, on voit bien que plein de médias, en tous les cas, font bien la courte échelle à l'extrême droite dans ce pays. On pourra en parler. Et on sait qui en sont les propriétaires de ces médias. On pourra en parler. En tout cas, c'est vrai que c'est un fait politique au-delà d'être un fait d'un fait people. Et puis le leasing, prendre une voiture en leasing, c'est un choix qui est fait par de nombreux Français. Attention aux pièges, on en parlera avec l'UFC Que Choisir. Bonne émission.